Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Aujourd'hui, on parle argent et investissement parce que le bien-être passe aussi par la sérénité financière. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est être maîtresse de ses choix et de ses investissements. Investir en conscience avec les bonnes connaissances plutôt que par hasard. Mon invitée, Alexandra Oliveira, juriste de formation devenue investisseuse immobilier et décoratrice intérieure, dit communément homestaging, fondatrice d'AC Design et cofondatrice du Feminity Club. Dans cet épisode, on voit très concrètement comment commencer petit, par exemple avec 5 ou 30 euros par mois, en ETF via un courtier en ligne comme Trade Republic, en programmant simplement des versements automatiques. On parle aussi de budget, comment libérer du cash sans se priver, de premiers pas en immobilier, quand y aller, comment gérer ou déléguer, du fameux acheter sans apport grâce aux garanties et de ce que ça implique vraiment. On aborde aussi la transmission pour les enfants, nue propriété, usufruit, indivision ou non, le choix de sa stratégie selon son profil émotionnel et les erreurs classiques à éviter. Si le sujet te parle, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et à partager cet épisode à une amie. Ça aide vraiment Audace à grandir. À titre de rappel, cet échange est seulement éducatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé. Bonjour Alexandra. Salut Chloé. Merci de m'accorder un peu de temps ce matin pour parler d'une thématique. Franchement, j'ai posté sur les réseaux sociaux hier, sur les réseaux d'Audace, donc audace.podcast, Audace avec un O, vous pouvez aller suivre, pour récolter un peu les questions des auditrices. Et franchement, c'est une thématique qui a vraiment suscité beaucoup de questions, à juste titre, parce qu'on va parler investissement. Ouais, trop bien. J'ai hâte. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. C'est vraiment une thématique qui, je trouve, qui est importante. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup avec des couples d'amis, du côté financier en couple. Donc c'est vraiment une thématique qui, je trouve, mérite qu'on s'y attarde. Bon, ici on va parler investissement et tu vas un peu nous décrire les styles d'investissement. Mais avant toute chose, Alexandra, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Ouais. Donc moi, je m'appelle Alexandra. J'ai 30 ans, du coup, depuis 15 jours. J'ai passé un cap. Merci. Tu m'as dit en off que ça faisait petit quelque chose quand même. Ouais, ça fait quand même quelque chose. Tu passes un niveau, alors que la veille, tu t'en soucies pas, quoi. Juste le lendemain, tu te dis, merde, tu as 30 ans, quoi. Du coup, je m'appelle Alexandra, 30 ans. Je suis juriste de formation à la base. Donc, je suis pas du tout dans l'investissement. J'avais aucune notion dans l'investissement. Travaillé comme salariée pendant 4 ans. Jamais trouvé ma place. Oh. Ah ouais, je détestais ce que je faisais. Ouais, je changeais de boulot tous les 1 an et demi, 2 ans en moyenne. Pourquoi t'as pas fait ton barreau? Justement, je voulais pas. Ok. En fait, moi, même si j'ai jamais voulu vraiment investir, j'ai toujours voulu avoir mon chez moi. Et c'était un truc vital en moi. Et donc, plus vite je finissais mes études, plus vite je pouvais économiser pour acheter mon appart. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que je fais un master ou pas pour pouvoir faire le barreau après? Et en fait, la question, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire le barreau. J'ai fait un stage en cabinet d'avocat justement pour être sûre de mon choix et j'ai pas aimé. Donc je suis juste juriste. J'ai travaillé dans les banques, dans les assurances, en tant que consultante. Et à chaque fois, je changeais de boulot et je détestais. Et à chaque fois, je me disais mais ça va aller, ça va être pour du mieux. Et à chaque fois, je sombrais encore plus. Et du coup, j'ai investi mais par opportunisme, mais ça on y reviendra par la suite. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'investissement. Et aujourd'hui, en fait, je suis indépendante, décoratrice d'intérieur spécialisée en homestaging. Je suis aussi cofondatrice de Feminity Club, qui est un club pour les femmes axé sur l'investissement. Et j'ai aussi créé ma société immobilière avec Manon, mon associé, dans laquelle on fait des achats-reventes et on signe un acte justement vendredi. Oh, félicitations. Donc, voilà mon parcours, qui je suis en gros. Tu es aussi mariée? Ouais, je suis mariée depuis 2 ans au civil et 1 an pour le religieux. On a fait ça avec 1 an d'écart. Justement, on a voulu se protéger assez rapidement. Dès qu'on était fiancés, on s'est dit ok, on se marie civilement et on fait les choses correctement pour se protéger au niveau patrimonial, etc. Et ouais, mariée, j'ai un petit chien. Je suis pas maman, pas encore. Mes projets prennent beaucoup de place et donc je repousse un peu ce moment d'être maman, mais c'est quelque chose qui m'anime vraiment et que j'ai envie de concrétiser, mais pas pour tout de suite, quoi.
ton mari est aussi dans le secteur investissement ou le droit? Pas du tout. Lui, il est prof de sport, donc il est enseignant. Ouais, enseignant. Et en fait, on s'est portés tous les deux là-dedans au début, et maintenant c'est moi qui en fais en quelque sorte mon métier. Lui, il est toujours enseignant, mais il me soutient énormément. Il bosse aussi avec moi pour la partie déco, parce que toute seule monter des meubles, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, c'est le rush. On est tout le temps ensemble, tout le temps dans l'action, mais voilà, quand on trouve la bonne personne, ouais. Voilà. On va revenir un petit peu, je vais creuser un peu sur toi avant de parler vraiment du sujet spécialiste. Donc, si c'est un épisode vraiment, j'ai envie que les auditrices sortent avec des tips, avec des tuyaux, avec une envie d'investir, et j'ai envie de casser un peu l'image qu'on a de l'investissement, qui est franchement, il y a pas mal de barrières avant d'investir. On va y revenir. Mais avant ça, j'ai encore une question par rapport à toi, un peu ta reconversion, si je puis dire. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans le statut de salarié? C'était la hiérarchie, c'était les horaires. Qu'est-ce que le freelance, le statut d'indépendant t'apporte? En fait, c'est juste que j'aimais pas ce que je faisais. En fait, je savais pas quoi faire de ma vie. Okay. Moi, vraiment, j'ai fait du droit parce que mon papa m'a dit que c'était une bonne chose à faire, que je savais pas quoi faire. Et c'est vrai, je regrette pas d'avoir fait des études de droit parce que ça me sert tous les jours au quotidien. Mais c'était pas par vocation, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je faisais un boulot, après 2 semaines, j'en avais marre, j'avais fait le tour, je me faisais chier, c'était horrible, à tel point que vraiment, j'ai jamais été heureuse jusqu'à maintenant. Et je l'ai dit, je crois, en janvier 2025, première fois de ma vie que je peux dire que je suis heureuse. Alors oui, je suis heureuse avec mon mari sur le plan perso, mais au niveau professionnel, c'était catastrophique. Et pourtant, je suis quelqu'un qui en veut, et à chaque fois, je me disais, ok, j'aime pas ce que je fais, next, on change, je postule. Et à chaque fois, j'obtenais le job que je voulais. C'est ça le pire, tu vois. Et en fait, une fois que je faisais le tour, j'étais là, mais en fait, non, j'aime pas, quoi. Pas à ta place? Pas épanouie, ouais. Pas à ma place, pas épanouie, envie de plus. Ouais. Et en fait, mon cerveau a envie d'être stimulé, d'avoir d'autres compétences, d'aller chercher plus loin. Et en fait, je l'avais pas, quoi. Alors ce shift, ce déclic, comment il s'est passé? Alors j'ai eu 2 déclics. Déjà au niveau perso, parce qu'en fait je suis pas quelqu'un qui investit à la base, je suis pas du tout quelqu'un qui prend des risques, je suis plutôt team bon père de famille. Je voulais juste avoir mon appart, vivre dedans quelques années, acheter ma maison, mettre à louer, classique, tu vois. Vraiment c'était ça que je voulais faire. Je me voyais avoir des enfants à 25 ans. Et je suis restée pendant 4 ans avec quelqu'un avec qui, enfin, je pense que notre histoire se ressemble un petit peu. Après vers la fin des 4 ans, j'ai eu des soupçons qui me trompaient. Et donc, j'en parlais autour de moi, à mes copines, à ma famille, et les gens me disaient que c'était folle, quoi. Impossible qu'il te trompe, jamais de la vie, tu te rends pas compte de la chance que t'as avec cette personne, etc. Et moi, en fait, à un moment, je me suis dit, ok, je suis folle, je me déteste parce que je suis en train de briser mon couple. Et à cette période-là, en fait, je m'étais complètement oubliée parce que j'étais limite femme au foyer. Enfin, je faisais boulot, métro, dodo, mais à la maison, je lui préparais ses plats, je faisais tout pour lui. J'étais pas du tout la femme ambitieuse et indépendante que je suis aujourd'hui, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je suis arrivée à un stade où je me détestais tellement que je me suis dit, en fait, soit je suis folle, soit mon intuition est la bonne, mais il faut que je le sache. Et donc, j'ai posé un acte où je me suis dit, ok, si je vais jusque-là, 2 possibilités. Soit je vais en hôpital psychiatrique parce qu'il me trompe pas, et en fait, je suis folle, et parce que tout le monde me disait que j'étais folle et que je me faisais des films, tu vois. Donc, je dis, ok, les autres ont raison, si je suis folle, faut que j'aille en hôpital psychiatrique, tu vois. Moi, je te jure, je me le suis dit. Je me suis dit, ok, si je vais là et qu'il me trompe pas, j'ai brisé mon couple, je suis complètement débile, etc. Enfin, tu sais, t'es aussi dans la manipulation depuis des années, compliqué. Je vois bien ce que c'est. Et par contre, si j'ai raison, plus jamais je laisse qui que ce soit me dire que j'ai tort, quoi, tu vois. C'est avéré que j'avais raison. Comment t'as découvert? Ok, c'est pas grave, je vais le dire. Tu dois pas, hein. Franchement, je veux pas pousser. Non, je vais le dire. C'est pas grave, au pire, les gens diront que je suis folle, mais c'est pas grave, j'assume. Ou super smart, tu vois. Je suis désolée, et j'ai beaucoup de copines. Moi, je trouve qu'il y a pas de fumée sans feu. T'as un soupçon, t'as un gut feeling, il s'avère souvent vrai. Et je l'ai vérifié. Souvent. Enfin, à titre personnel, il y a un truc louche, souvent il y a un truc. Ouais. Mais ça faisait un moment que je m'en doutais. Enfin, je savais qu'avec cette fille, il y avait un truc. Il me disait que non. Franchement, allez. Enfin, voilà, on le sent, mais il me disait que non. Et au tout début où j'ai commencé à criser en disant je suis sûre que tu me trompes, en fait il a tout remis sur mon dos en disant mais t'es folle, t'es en train de briser notre couple, tu te rends pas compte, nanana. Et un jour il m'a dit j'en peux plus, je vais à l'hôtel. Genre juste je vais à l'hôtel et je vais être seule. Moi,
tu vas à l'hôtel seul. Le pire, c'est que c'était le jour de mon anniversaire. Hein. Il voulait pas fêter mon anniversaire avec moi. Il m'a dit, j'en peux plus, je vais à l'hôtel. Il avait dit à tout le monde qu'on était séparés alors qu'on vivait encore ensemble. Enfin, voilà. Il me dit, on dira aux autres qu'on est nouveau ensemble quand ira mieux, quoi. Tu vois, que t'arrêteras avec tes crises. Et donc, de nouveau, ça a duré. Donc ça, c'était en août, du coup, le jour de mon anniversaire. Et quelques mois plus tard, c'est moi qui faisais sa comptabilité. Et en fait, je lui ai dit, mais tu te souviens, tel jour, t'avais été à l'hôtel, il me faut les preuves pour que je puisse mettre dans ta compta. Il dit, mais de quoi tu parles? Je dis, mais mec, tu m'as dit toi-même que t'allais à l'hôtel. Il m'a dit lequel, en plus, tu vois, ça le pire. Et au début, il me dit, non, tu racontes n'importe quoi. Je dis, si. Ah oui, si, mais j'ai payé en cash. Ouais, je me dis, impossible que t'aies payé en cash. On est en 2020, tu payes pas en cash. Je prends son PC pour checker ses mails, parce que du coup, c'est moi qui faisais sa compta. Je vois aucun mail. Je me dis, c'est pas normal. Tu dois avoir un mail. De réservation, un booking. Tu vois, quoi. un booking. Ouais. Et en fait, je me dis, ok, je vais appeler l'hôtel. Ouais, bah oui. Et en fait, le lendemain, j'appelle l'hôtel. Mais je me suis dit, si je dis, je suis la compagne de, et je veux savoir, les gens vont jamais me le dire. Enfin, tu vois, secret professionnel en quelque sorte. Ouais. Du coup, je sais pas comment mon cerveau a switché. J'ai dit, voilà, je suis la secrétaire de monsieur Untel. Il m'a dit qu'il avait été à l'hôtel, mais je ne retrouve pas le montant dans les extraits de compte. Vous pouvez juste me donner le montant. Comme ça, je vérifie. Parce que je me dis, si je dis le montant, ils vont me dire chambre pour 2 personnes, etc. Et ça. Et là, ils me disent, on trouve rien à ce nom-là. J'ai dit, ok. Et au nom de, et je donne le nom de la nana. Et ils me disent, oui, une nuit pour 2 personnes. Ouais. Et le pire, c'est qu'après ça, il m'a traité de folle parce que j'avais appelé l'hôtel et il m'a dit, mais c'est juste elle qui a payé parce que j'avais plus d'argent sur ma carte. Elle est pas venue avec moi. Je me dis, tu me prends pour une conne, quoi. Ouais, mais ils vont loin. Franchement, ils vont loin. Et donc, là, ça a été vraiment le premier déclic où je me suis dit, ok, plus jamais. Ouais. Je laisse qui que ce soit me dire que mon intuition n'est pas la bonne. Parce que même mon papa m'avait dit, Alexandra, non, il te trompe pas. Enfin, ma maman, des personnes de mon entourage où vraiment, moi, tu vrilles, tu vois. Et là, ça a été le déclic. J'ai pris mes affaires, je me suis barrée. J'ai été chez une de mes meilleures amies. J'ai eu la chance à ce moment-là d'être bien entourée. Elle m'a hébergée pendant plusieurs mois gratuitement. J'ai mis de côté et en fait, je me suis mis en tête que j'allais acheter mon appart. C'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais acheter mon appart et plus jamais, en fait, on me mettra dehors parce que, en fait, je vivais chez lui aussi, quoi. Oui, tu vois. Je vivais chez lui, bon, je payais un loyer et tout, bien mais. sûr, évidemment. Moi, je remboursais son emprunt. Moi, là, non, mais l'emprunt de sa mère. Ouais. Mais bon, ouais, du coup, et là, je me suis dit, hors de question qu'on me foute un jour dehors. Donc, j'ai économisé pendant quelques mois. J'ai visité. Toutes mes offres sont pas passées. J'ai eu aucune offre validée. Et en fait, donc ça, c'était en octobre quand je me suis séparée. En janvier. Ah oui, et mon père aussi qui m'a dit, Alexandra, tu viens de te séparer, tu vas pas acheter un appart. Je dis, si papa, je vais acheter un appart. Et tu verras, je vais l'acheter, quoi. Finalement, j'ai pas réussi à acheter parce que mes offres passaient pas juste. Et en fait, j'ai rencontré mon mari 3 mois après. Et là, de nouveau, l'intuition, quoi. Je suis ressortie du premier date. Faut savoir que je le connaissais déjà avant, mais juste de vue. C'était mon crush quand j'étais en secondaire. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Il avait 2 ans de plus que moi. Quand t'as 14 ans, tu te dis pas, le mec à 16 ans, ça peut être mon copain, quoi. Et donc, on s'est vus et là, genre, coup de foudre. Je suis rentrée chez ma pote et je lui ai dit, ce mec-là, je vais l'épouser. 2 mois après, on signait l'offre d'achat pour notre appart à 2. Alors que j'étais sortie de là en mode, jamais je dépends de qui que ce soit, etc. Et en fait, la question s'est posée, soit on achète chacun de notre côté, parce que lui voulait aussi acheter, mais à Bruxelles, tu dois vivre 5 ans dans ton bien quand t'as l'abattement. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est l'abattement. Ouais, je vois très bien. Mais moi, j'ai revendu avant, dans les 2 ans, et j'ai payé au prorata. Ouais. Mais du coup. Mais ça, le notaire, pareil, il savait pas, il voulait me faire payer la totalité. Ouais. Nouveau, mon mari, c'est lui qui a pris les choses en main et il dit, oh, c'est pas possible. Tu peux pas payer la totalité de l'abattement. Bref. Mais tu verras qu'il faut jamais faire confiance à personne, pas les notaires, pas les comptables, rien. Toujours tout connaître par soi-même. Et du coup, je me suis dit, ok, je le sens. Genre, c'est l'homme de ma vie, je suis sûre. Let's go, quoi. Et aujourd'hui, on est mariés, on a un patrimoine ensemble, on est multipropriétaires, on est hyper amoureux, on est trop heureux, tu vois, on a un business ensemble, donc voilà, aucun regret. Wow. Donc ça a été vraiment le déclic qui a fait la femme que je suis aujourd'hui en mode, ok, maintenant je me fie à mon intuition constamment et je laisse plus personne me dicter ce que je dois faire ou pas. Et alors, le deuxième déclic, ça a été mon burn-out. Raconte-nous. Donc en fait, j'étais salariée, donc on avait acheté notre appart, j'étais salariée. Je détestais ce que je faisais, mais en fait, quand on a acheté notre appart, si tu veux, après 3 mois, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise, entre guillemets, dans le sens où on s'est pas renseigné sur le prix du marché, on a écouté, la banque qui nous a dit, vous devez mettre 10% plus les frais de notaire. Ouais. Nous, voilà, on a fait ce qu'on nous a dit et that's it. Et on s'est dit, mais en fait, peut-être que notre appart vaut moins que ce qu'on l'a acheté, puisqu'on l'a acheté au coup de cœur. Oui. Même si quand t'achètes ta résidence principale, tu fais jamais vraiment d'erreur.
t'investis dans ton confort et t'as un coup de cœur, ça rentre dans ton budget, c'est ok. On s'est dit ok, on va faire expertiser notre appart. Ah, Et on l'a fait expertiser et il avait pris 60 000 € de plus-value bien. en 3 mois. Et c'était moment Covid ou pas du tout? C'était, nous on l'a acheté juste après Covid, Ouais, ok. donc c'était déjà les prix Ouais, assez ouais, chers, c'est ça. mais on l'a bien aménagé et c'est là aussi que j'ai commencé à comprendre le homestaging, la décoration d'intérieur pour des plus-values en immobilier. Et je me dis, attends, on a 60 000 € quelque part, mais on les a pas. Il faut qu'on fasse quelque chose avec cet argent. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à investir par opportunité. En fait, c'est une opportunité, je l'ai vue et c'est purement de l'opportunisme, quoi. Et donc là, on a mis notre appartement en garantie pour acheter un autre bien d'investissement, cette fois-ci à Liège. Donc moi, je suis bruxelloise, mais on n'avait plus d'argent. Et donc, on a acheté sans mettre 1 euro, quoi, en mettant cet appart-là en garantie. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'immobilier. Je me suis découvert d'une passion et mon objectif, c'était d'acheter un bien par an. Sauf que pour acheter, il faut être en CDI. Oui. En tout cas, généralement, c'est ça. Voilà. Ouais. Sauf exception. Ou être indépendant depuis plusieurs années, avoir vraiment un bilan stable, etc. Bien sûr. Donc moi, je voulais absolument garder mon CDI, mais je faisais 40 heures semaine, un truc que je détestais. Donc 40 heures semaine à faire un truc que tu détestes. Le soir, tu rentres, tu vas à Liège, tu fais des visites. Donc moi, je suis de Bruxelles, donc 1 heure de route. Pour 10 minutes de visite, pourquoi tu rentres. Liège? Parce que c'est moins cher et que c'est plus rentable que Bruxelles. Pourquoi pas Charleroi? Parce que moi, j'ai fait une formation à Liège. Avec Non, t'inquiète. Parce que j'ai suivi un coach immobilier qui est sur Liège. En fait, maintenant, je connais ce marché-là, quoi. D'accord, ok. Voilà, moi, je vais pas gros. couper. Non, t'inquiète. Donc, mais on peut revenir après. Liège, ouais. Et donc, en fait, je faisais tellement de trucs. Plus, j'ai commencé à faire du homestaging en plus. Pour des clients? Ouais. Et pour moi, et pour des personnes que je connaissais. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est l'immobilier. Mais pour pouvoir acheter l'immobilier, faut que je garde mon CDI. Donc, je me suis gangrénée dans ce truc-là. Où je bossais 24/24, 7/7. Et je faisais un truc que j'ai détesté toute la journée. Puis je faisais un truc que j'aimais le soir. Et en fait, c'est parti en couille. Je me suis fait écouter et j'ai fait un burn-out, quoi. Juste un jour, je suis rentrée du boulot, mon corps a lâché et j'ai plus bougé, quoi. J'ai pas su monter les escaliers chez moi, j'ai pas su manger. Mon mari m'a dit, c'est fini, tu vas plus travailler, quoi. C'est ma psy, mon généraliste et mon mari qui m'ont dit, maintenant, c'est terminé, en fait, t'arrêtes, quoi. Bien sûr. Et donc là, ça a été difficile parce que je suis restée pendant plusieurs mois à la mutuelle. Et qui dit mutuelle, dit peu de revenus. Et en fait, ce que je voulais éviter, c'était de me retrouver sans revenus, tu vois. Et j'avais cette croyance limitante que j'avais pas d'argent. Mais je m'étais déjà constitué un patrimoine. En fait, j'avais déjà des réserves, mais j'avais pas voulu le voir, tu vois. En fait, c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais en fait, je fais bien les choses. Depuis le début, je fais bien les choses. C'est juste moi qui suis avec mes croyances limitantes, qui font un CDI pour acheter de l'immobilier. Et après plusieurs mois, heureusement, je suis entourée d'investisseurs, dont notamment Manon, qui est mon associé. En fait, je passe en société, quoi. Donc là, maintenant, j'ai ma société, je suis passée indépendante, donc je fais ce que j'aime et j'ai quitté le salariat, quoi. Et donc, ta société te verse un salaire? Pas pour le moment, non. Pas la société avec Manon, mais mon statut d'indépendant, oui. Oui, bien sûr. Et avec Manon, notre objectif, c'est de faire grandir notre société, d'acheter, rénover, revendre et à chaque fois de réinvestir la plus-value. Et à un moment, on se versera des dividendes. Mais on se verse pas de salaire. En fait, on veut à chaque fois tout réinvestir. Donc voilà. Très bien. En gros. Très bien. Donc, tu tombes en burn-out, donc tu quittes cet emploi à ce moment-là? Ouais. Ok. Et Féminitide. Déjà, ta rencontre avec Manon, ton associé? Alors, ma rencontre avec Manon, c'est comique. Donc, je l'ai rencontrée dans une formation en immobilier. Donc, quand je me suis lancée dans l'investissement, je me suis dit, je veux tout connaître. Je veux comprendre, je veux avoir les connaissances, les compétences. Donc, je me suis formée à Liège, justement, dans un club à Liège. Manon était aussi dedans, donc on se connaissait pas du tout. Elle est liégeoise, moi, bruxelloise. On n'était pas du tout prédestinés à se rencontrer. Et on s'est rencontrés en 2022. Et elle m'avait dit, oui, moi, j'aimerais bien acheter à Bruxelles. Donc, si tu trouves un truc, dis-moi. Et un jour, lors de la formation, je dis, mais j'ai trouvé un appart à Bruxelles. Il s'avère qu'en fait, on n'a pas un dans l'immeuble et on a 6. Donc, si t'es chaude, viens visiter avec moi, quoi. Moi, j'en prends un, t'en prends un. Je suis convaincue que c'est une bonne affaire. Elle me dit, je suis pas disponible demain, mais vas-y, fais-moi le topo. Le lendemain, je vais visiter. Je lui fais des vidéos. Je lui dis, voilà, moi, c'est sûr, je prends celui-là. Je suis convaincue. Je te conseille de prendre celui-là. Est-ce que je te planifie notre visite? Et là, elle me dit, non, c'est bon, envoie-moi les documents d'offre. Je signe l'offre. Je dis, mais tu vas pas signer sans avoir vu le bien. Elle me dit, non, mais t'inquiète. J'ai vu comment tu réfléchissais. Je t'ai vu à notre formation. J'ai confiance en toi, quoi. Elle me connaissait limite même pas, quoi. Je dis, mais comment cette femme, elle ose? Et elle est pas genre juste blindée et elle a besoin Ah non, pas du tout. Absolument pas. Vraiment pas. Juste confiance, quoi. Intuition, quoi. Elle m'a fait confiance. On avait parlé quelques fois. Et là, je me suis dit, ok, elle a fait offre.
nos offres ont été acceptées. Donc, on est devenus copropriétaires dans le même immeuble. On a géré les travaux ensemble, on a géré la copropriété. Et donc, on a géré tout ça. Et à la fin, donc on fait toujours ce qu'on appelle des IMO-tours. Donc, on va venir nos potes investisseurs pour faire un drink, montrer nos biens. Et là, elle me dit, OK, c'est quoi le next step pour toi maintenant? Et je lui dis, moi, j'aimerais bien faire de l'achat-revente. Elle me dit, moi aussi. Elle dit, on le fait ensemble. Et moi, j'étais là, dans ma tête, c'était non, jamais. Moi, je veux pas être associée, tu vois. Mon papa a été associé quand il était plus jeune. Je sais que c'est pas le bon plan. Mais voilà, je lui ai pas dit non, mais dans ma tête, c'était non, tu vois. Et puis, je réfléchis. Et en fait, je me rends compte que depuis qu'on a acheté cet appart, je parle à Manon tous les jours. On parle de tout, de rien. Elle connaît toute ma vie. Je connais toute sa vie. Et en fait, on est hyper alignés sur nos objectifs, tu vois. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai trouvé mon âme sœur avec mon mari, donc au niveau perso. En fait, Manon, c'est mon âme sœur business, quoi. En fait, maintenant, vraiment, je le dis, Manon, c'est ma moitié business, quoi. Et donc, j'ai dit, OK, on a créé notre société. Donc, dans un but d'investissement dans un premier temps, pas du tout Feminity. Et Feminity est venu parce que on s'est rendu compte qu'il y avait trop peu de femmes dans tous les événements d'immobilier auxquels on allait. Et j'avais été manger avec une ex-collègue à moi qui m'a dit, Alex, faut que tu m'expliques ton truc d'IMO, ça m'intéresse. Et donc, je lui parle toute la soirée, etc. Et à la fin, je lui dis une phrase et je m'en souviendrai toujours parce qu'elle me dit, j'ai pas d'argent. Je lui dis, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent et c'est Sarkozy qui l'a dit. Et là, elle pète de rire et elle me dit, meuf, tu fais une formation, je paye pour ça. J'étais là, OK. J'appelle Manon, je dis, c'est bon, on crée Feminity, quoi. Et en fait, c'est comme ça que Feminity est né. On a toujours eu l'idée de créer un club pour les femmes parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans l'investissement. Mais tu sais, on se sent pas légitime, on n'ose pas qui on est juste dans l'IMO, on n'est pas dans la crypto et la bourse, alors qu'on voulait vraiment un truc qui parle de tout ça. Et le fait que quelqu'un te dise ça avec autant d'enthousiasme, tu dis, OK, let's go, je lance, quoi. Aujourd'hui, ton patrimoine, tu peux nous le détailler? Il s'élève à quoi? Je sais pas si c'est confidentiel. C'est confidentiel dans le sens où il y a une partie de ma famille qui est pas au courant que j'investis. OK. Ouais, il y a une partie de ma famille qui est pas au courant de ce que je fais et j'ai pas spécialement envie qu'ils le sachent. Donc je le dirai pas, mais si tu veux, on peut en parler après. Oui, non. Mais voilà. C'était la curiosité mal placée. Mais non, t'inquiète. Mais sinon, j'ai des colocations, Airbnb. Je fais vraiment des stratégies plutôt au rendement. Donc j'achète toujours en m'assurant que c'est rentable en classique. Ça, c'est la base et c'est la clé. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir. Si c'est pas rentable en classique, faut pas y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi rentable en classique? En classique, c'est en location classique. Donc juste des gens entre guillemets, enfin pas normaux, pas des étudiants, pas des colocations, pas des co-living, pas Airbnb, quoi. Ouais, une famille, bon père de famille, quoi. Voilà, en gros, un bon père de famille. Parce que si ça l'est pas, ça veut dire que tous les mois, tu vas devoir payer de ta poche pour rembourser ton crédit. L'objectif, c'est quand même que ton loyer couvre ton crédit et les frais annexes. Donc voilà. Oui, tout à fait. C'est ça, on dit rentable en classique. Et derrière, si tu veux gagner de l'argent, fais des stratégies à plus haut rendement, du Airbnb, même si pour le moment c'est un peu plus compliqué avec toutes les nouvelles normes. Et alors colocation, t'as plusieurs chambres et tu loues à la chambre et donc tu peux aller chercher un cash flow plus important. Et le cash flow, en fait, c'est le delta entre ton crédit et ton loyer. Ouais. Mais plus de gestion aussi. Plus de gestion. Plus d'entrée-sortie. On en parlait en off. Ça dépend comment tu gères, en fait. Ouais. Moi, bon, j'ai des colocs plus petites, donc j'ai des colocs de 3 personnes, pas plus. Et je m'arrange toujours pour que les personnes se connaissent entre elles. Parce que, au moins, tu sais que s'il y en a une qui part, ils partent tout ensemble. Tu vois, et tu dois pas rajouter à chaque fois une autre personne. Donc, ça évite les conflits, ça évite les in and out. Ça, c'est un point. Et alors, l'autre point, c'est que moi, je responsabilise énormément mes locataires. Je leur dis, moi, je veux un seul versement de loyer, au lieu qu'il y ait plusieurs versements. Vous prenez l'électricité à votre nom. Vraiment, je leur dis, vous êtes adultes, quoi. Ouais. Et en fait, j'essaie un peu de faire la maman qui responsabilise leur gosse. Et pour le moment, ça fonctionne bien. En tout cas, pour les colocs, quoi. Ouais. Quel est ton rapport, toi, à l'argent? Alors, j'ai toujours eu un rapport très toxique à l'argent. Encore aujourd'hui, assez difficile. Donc, j'estime avoir manqué un peu d'argent quand j'étais enfant. Et j'estime que c'est une chance. Parce que si j'avais pas manqué, je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, quand j'étais plus jeune, dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à travailler depuis que j'ai 16 ans, en tant qu'étudiante, et je mettais toujours tout de côté. Tout de côté, quand j'ai eu mon premier salaire et que je vivais toute seule, parce que j'habite toute seule depuis que j'ai 19 ans, je mettais directement de côté au début du mois. En fait, je payais toutes mes factures, donc loyer, eau, gaz, électricité, téléphone. Je mettais une grosse somme de côté et puis je m'arrangeais pour vivre avec ça. Et des fois, à la fin du mois, je me retrouvais à manger des pâtes. Tu vois, ce qui est un peu, débile en soi, parce que ta santé. L'argent, j'en avais, oui. L'argent, j'en avais, et puis ta santé.
Et donc, j'ai eu beaucoup ce rapport-là où je faisais pas attention à moi, à mes besoins, juste pour pouvoir économiser pour acheter notamment mon appart. Donc, sur ton compte épargne? Sur mon compte épargne. À ce moment-là, j'investissais pas. Ouais. Mais aujourd'hui, ça rapporte plus rien, le compte épargne. Oui, bon, clairement. on en parlera Voilà. aussi. J'avais pas cette connaissance-là, ouais. À l'époque. Et donc ça, c'était mon rapport avant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai de l'argent, mais je l'investis tout le temps. En fait, je suis à flux tendu. J'ai pas d'argent parce qu'en fait, dès que j'ai de l'argent, je l'investis. Et je me fais jamais plaisir. Et c'est pour dire qu'à un moment, mon mari m'a dit, oh, faut que tu te fasses plaisir. Manon aussi, la première. Et j'ai dit, OK, aujourd'hui, on va faire pas aujourd'hui, mais je lui ai dit, tel jour, on va faire du shopping ensemble. Je dépense 1000 balles. Donc, je me suis pris une enveloppe de 1000 euros et je me suis dit, je dépense 1000 euros en shopping. Je suis sortie là avec 2 tops. Tu vois, genre juste. À 1000 euros? Non, pas du sans tout. choc? Non. non. Mais juste avec 2 tops, quoi. Ouais, alors que je m'étais, non, et je m'étais drillée en mode, je vais dépenser mon argent, j'ai le droit de me faire plaisir et tout. Pas réussi, quoi. Et donc, c'est encore assez toxique parce que dès que j'ai de l'argent, je le mets de côté, je l'investis, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est compliqué pour ton couple? Ouais, parfois. Tu pars en vacances? Ouais, mais une fois par an, quoi. Tu fais des restos? Ouais, de temps en temps. Mais pas, je pourrais en faire plus, quoi. Je pourrais en faire plus, mais non, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que mon mari me dit toujours, ouais, ça fait maintenant 3 ans qu'on sacrifie vraiment beaucoup, qu'on met tout ce qu'on a dans les investissements, etc. On a vu ce que ça a donné avec ta santé mentale, juste profite un peu, quoi. Et j'arrive pas. Et en fait, je passe mon temps à dire on n'a pas d'argent, quoi. Alors qu'on a un compte Invest, donc où tous nos loyers tombent, et il est là, je le vois, je sais combien il y a dessus. Mais si tu me demandes combien j'ai, je te dis non, j'ai pas d'argent, quoi. Et tu vois, c'est con, c'est psychologique, quoi. Ouais. Donc toujours très toxique. Est-ce que t'es, je veux pas dire radine, mais est-ce que... Pas du tout. Ok. Non, t'es je suis pas généreuse radine. avec... Ouais. Avant, je l'étais pas. Du coup, dans ma période où je mangeais des pâtes, j'étais pas généreuse. Aujourd'hui, je le suis avec les autres, mais pas avec moi. Ouais, c'est un choix aussi. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Ouais. T'es fille unique? Ouais. Ok, bon, maintenant on va passer sur un petit peu les questions spécialistes, mais c'est vraiment passionnant. Je pensais pas qu'on allait parler autant de ça, c'est super intéressant. Franchement, j'ai envie qu'on parte de la base. Tu vas me dire, c'est limite, mais... Enfin, t'es débile, mais non, vraiment, déjà, se dire... Donc, les nanas qui m'écoutent, c'est plutôt 28-40 ans. Souvent, c'est début de vie de famille, bébé, achat, IMO, mais comme tu dis, poteau pour résidence, appartement, maison. Déjà, est-ce qu'il faut de l'argent pour investir? Alors, oui et non. Ça dépend dans quel type d'investissement tu te lances. Pour investir en bourse, avec 5 euros, tu peux investir en bourse tous les mois. Donc, d'une certaine manière, il faut pas vraiment d'argent. Tu vois? En immobilier, il faut de l'argent. En tout cas, il faut avoir un capital quelque part, soit en brique, soit en tant qu'indépendante, avoir une assurance, donc une épargne pension EIP. Tu peux l'utiliser pour mettre en garantie pour acheter. Mais tu as d'office besoin d'avoir de l'argent quelque part. Dans tous les cas, pour de l'immobilier. Tu peux avoir un parent qui a une maison qui est libre d'hypothèque ou qui a déjà remboursé une grosse partie de son crédit. Tu peux la mettre en garantie pour acheter. Ouais. Quand même risqué. Hein. Oui et non. Il y en a qui te disent oui, c'est super risqué, mais si je t'explique le cheminement, au final, ça l'est pas. Parce que si tu achètes un bien, donc tu vas acheter... un cas pratique. Disons, on a vu un bien, disons, je sais pas, 200 000. Ouais. Disons 200 000. Mais moi, je peux te donner les chiffres de mes 2 premiers biens. Ok. Ça, j'ai pas de problème. Vraiment, j'ai acheté donc mon appart, 300 000 euros. Ok. Sur Bruxelles, toi? Sur Bruxelles, ma résidence principale. On a fait un crédit à 270 000 parce que de nouveau, j'avais pas les connaissances. J'ai mis les 10% plus les frais de notaire. À savoir aussi, si vous avez moins de 30 ans, renseignez-vous au niveau de la banque. Parfois, il faut juste mettre les frais de notaire. Même si t'as pas d'autres biens à mettre en garantie, ils te prêtent à 100%. Et pas un taux hyper élevé? Bah, évidemment, plus t'empruntes, plus le taux est élevé, mais en tout cas, tu peux le faire. Okay. Et donc, nous, on a écouté le banquier, donc on a mis 10% plus les frais de notaire, donc un crédit à 270 000 contre un achat à 300 000. On a fait expertiser notre appart, expertiser 360, donc on avait 60 plus 30, ça fait 90 000. Et en fait, les 90 000 euros, on les a utilisés pour acheter un autre appart. Et l'autre appart, si je me souviens des chiffres, c'était 135 000 euros sur Liège. Hein. Ok, j'y situe, Liège, c'est beaucoup moins cher. Donc, un appart 2 chambres qu'on a transformé en 3 chambres par après, 135 000 euros. Et on a mis 0 € de notre poche. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois apporter 20% plus frais de notaire. Donc, 20% quand c'est un bien d'investissement, c'est 20% plus frais de notaire. Au total, ça revenait à... Je sais que j'ai un crédit de 170 000 euros sur ce bien-là. Ouais. Et j'ai mis les 90 000 euros en garantie, de sorte à ce que j'ai pas dû mettre d'argent. En fait, les 20% plus les frais de notaire, ils les ont pris en garantie.
Ok. Ouais, donc Donc si tu voilà. fais ouais, il y a C'est moyen de, Il y a bon, moyen. le premier, dans l'immobilier, en tout cas dans l'investissement Ouais. immobilier, il faut un petit peu de fonds propres. Oui. Au début, ouais. Sauf si de nouveau, t'as quelqu'un Oui. qui veut bien mettre en garantie une maison. Et du coup, pour expliquer le fait que c'est pas risqué, c'est que si j'arrive pas à payer mon crédit pour le deuxième bien, Oui. la banque va venir toquer à ma porte. Alexandra, tu payes pas ton crédit, il faut que tu le payes. Première chose qu'ils vont faire, saisie sur salaire. Si avec la saisie sur salaire, ils n'arrivent pas, ça dure des mois, hein, ça, Mhm. ils vont te demander de vendre ton bien. Si tu le vends pas, ils vont faire une vente forcée. Ouais. Et donc, ils vont le vendre au minimum pour pouvoir récupérer leur billes. Si seulement le bien qu'ils ont vendu, donc le deuxième bien, ne rembourse pas le montant du crédit, Ils vont être là, ils vont taqués. aller Ouais. chez tes parents, toc toc, enfin, ou chez nous ici de Oui. nouveau, saisir salaire de nouveau. Et ensuite, ils vont dire, il va falloir payer. Donc, soit vous vendez vous, soit on vend nous. Et en fait, du coup, à la limite, s'ils vendent eux, ils vont vendre l'appartement, mais ils vont prendre que ce qu'ils ont besoin et le reste, ils vont te le rembourser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, tu as un minimum d'intelligence que pour te dire, j'arrive pas à payer mon crédit. Mhm. Je vais demander de l'argent à prêter à quelqu'un pour m'aider à rembourser mon crédit. Ou alors, je vais directement vendre moi-même le bien. Parce que si tu le vends toi-même, tu en tires déjà beaucoup plus que si eux le font en vente forcée, Bien quoi. sûr. Donc, le chemin, il est long et ça dure quand même un moment avant qu'ils aillent saisir le deuxième bien, tu vois, et qu'ils le vendent. Tout à Donc, fait. voilà. Tout à fait. Voilà, pour te rassurer. Ouais, mais c'est vrai que, ouais. Et on en parlait en off et la gestion immobilière, je trouve que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, Non. j'entends que ça peut être super intéressant d'investir dans la brique. Sans doute, peut-être à long terme, je sais pas si c'est le plus rentable de nos jours. C'est le Mais, plus safe. oui, c'est le plus safe, en C'est le plus effet. safe. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde la gestion. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais si c'est pas de l'investissement ou de la gestion immobilière? Quels autres investissements, épargne on peut faire? Je vais te parler justement d'une nana de Feminity. Donc, on a lancé la première édition. Ouais. Il y a une fille qui avait un bien immobilier que on connaissait déjà avant Feminity. Et elle angoissait à chaque fois qu'elle avait un message de son locataire. J'avoue que moi aussi. Vraiment, elle en pleurait, elle m'appelait en pleurs, elle dit Alex, je sais pas quoi faire. Pourtant, c'était entre guillemets simple, hein. Je veux dire, je dis ça très platement, mais en fait, c'est quand quand l'émotionnel c'est ça. prend le lead. En fait, gérer, c'est facile. Ouais, c'est je pense le aussi. gérer, toi, émotionnellement, tu vois. Et c'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, la crypto, je sais pas le gérer émotionnellement. La volatilité, ah ouais, non, moi, je sais pas. Ok. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin de tangible, d'avoir le contrôle. Tu vois, moi, le locataire me fait chier. Je lui fais une mise en demeure, j'ai des actions et ça me panique pas, tu vois. Par contre, quand je vois mon argent s'écrouler, là, ça me panique, tu vois. C'est différent. Ouais. Et donc, elle, vraiment, c'était compliqué pour elle. Et à un moment, on a eu une discussion et je lui ai fait, écoute, je pense sincèrement que l'immobilier, c'est pas fait pour toi. Et c'est OK. Vends et investis en bourse, quoi. Et elle a mis son appart en vente et elle m'a dit, c'est le meilleur conseil que tu aies pu me donner, quoi. C'était pas fait pour moi. Parce que, oui, elle a du mal à gérer émotionnellement et du coup, elle place ses billes ailleurs, quoi. Donc, soit on investit en bourse, que je trouve qui est encore assez safe, notamment dans les ETF, si tu veux pas investir en immobilier. En plus, tu peux l'investir de manière bon père de famille, petit à petit, donc tous les mois un petit montant. Et alors, ou alors si tu vas acheter de l'immobilier, tu délègues, quoi. Mais alors, tu fais une croix sur ton cash flow. Ouais, parce que déléguer, c'est cher. Ouais. Il faut pas minimiser ça. Et en plus, oui, il gère, mais il gère que, hein. Oui, voilà, ça dépend. Faut trouver. En fait, souvent, oui, c'est ça. Il tabelle. Maintenant, après d'expérience, moi, j'ai pas encore eu de locataire, je touche du bois, qui a arrêté de payer, mais j'ai eu des amis à qui c'est arrivé et comme je suis juriste de formation, généralement, on vient vers moi en mode Alex, tu peux m'aider. J'ai été devant le juge. Le juge a donné raison au propriétaire. Et le locataire, il devait être parti dans les 15 jours. Si tu prends action dès le début, dès le premier mois de loyer impayé, le mois suivant, t'es devant le juge. Si ton locataire, il a aucune raison valable ou qu'il est pas de bonne foi ou quoi que ce soit, Boyton. Moi, j'essaie toujours d'être proche de mes locataires, tu vois. Oui. Et en fait, qu'ils se disent, OK, elle est sympa, j'ai pas d'intérêt à la faire chier. Ouais. Et j'essaye toujours d'être juste, parfois même un peu trop dans leur sens. J'ai eu un dégât des eaux dans un des apparts, où l'eau a coulé du plafond au niveau du tableau électrique. C'était le premier message, je me souviens, c'était genre à 7h du matin, j'étais là, oh non, pas aujourd'hui. Et je dis, OK, coupez l'eau, coupez les lecs, et juste, attendez, j'appelle le plombier arrive à 19h, donc ils ont eu toute la journée sans eau, sans élec. Légalement, je sais plus c'est quoi le nombre de jours, mais je pense que c'est 40 jours où tu peux pas jouir totalement de ton bien, où tu dois payer des indemnités. Moi, j'ai fait un geste, j'ai fait, OK, le mois prochain, vous me versez 100 € en moins du loyer. Parce que j'ai envie d'être correcte, et j'ai envie qu'elle prenne soin de mon bien, et qu'elle se dise, OK, elle est cool. Dès qu'il y a un problème, elle est là, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un boulot à plein temps, je trouve. Oui, c'est un boulot. Ça, c'est une réalité. OK, donc, les pierres, super intéressant. Tu m'as dit aussi en offre rentable pour les enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants aujourd'hui, mais c'était aussi une question des auditrices, c'est comment investir en vue de donner aux enfants.
Il y a plein de manières d'investir. Je sais que tu peux le faire au niveau de la banque, tu as des livrets, ce genre de choses, où tu peux mettre à ton nom et mettre ton enfant comme bénéficiaire, mais ça rapporte pas grand-chose. Ouais. Donc si tu veux quelque chose vraiment de sécure et juste créer un épargne aujourd'hui, tu fais un épargne pour tes enfants au niveau de la banque. Moi, personnellement, ce que je ferais, je mettrais des briques à leur nom, donc j'achèterais l'immobilier, je le mettrais à leur nom. Je garderais évidemment l'usufruit, donc il y a la nue propriété. Ouais, nue propriété usufruit, tu vois ce que c'est, hein. Ouais. Moi, tu peux le réexpliquer pour... En fait, quand on est propriétaire, on a un droit de propriété et en fait, on peut le démembrer en deux. Donc, l'enfant a la nue propriété, donc au final, c'est à lui, mais toi, tu peux percevoir les fruits jusqu'à ta mort. C'est toi, entre guillemets, qui perçoit l'argent, il peut pas le vendre sans ton accord, ce genre de choses. Ça évite que ton enfant dilapide toute la thune assez rapidement et comme ça, tout le monde est protégé aussi, quoi. Donc ça, c'est ce que moi, je ferais, mais c'est parce que j'ai déjà de l'immobilier. Si j'avais pas d'immobilier, je commencerais à investir en bourse à mon nom, tous les mois un petit montant dans des ETF, notamment S&P 500 ou le Nasdaq. Et je me dirais, une fois que j'ai atteint un certain montant, j'achète de la brique. Et je passerai d'office par la brique parce que personnellement, je trouve que c'est la manière la plus facile de transmettre. Et vu que c'est déjà à son nom, il paiera pas de taxes le jour ou quoi. Voilà. Oui. Si tu as plusieurs enfants, est-ce que tu achètes en indivision? Donc acheter en indivision, c'est que t'es bien en fait coupé en demi, entière ou. Tu m'as demandé si j'étais fille unique, j'ai dit oui, mais c'est pas le cas. J'ai demi-frères, demi-sœurs, compliqués. Ils sont plus âgés et la question s'est posée parce que on va pas à une société et je refuserais d'être en indivision avec eux, quoi. Tu vois, donc moi je pense que non. J'essaierais de trouver deux biens, peut-être l'un à côté de l'autre, dans le même immeuble, qui ont plus ou moins la même valeur, mais je le ferai pas en indivision parce que ça peut vite être problématique. Je connais un ami les parents ont acheté un appart en indivision, les deux frères. Il y en a un des deux qui vit dedans, l'autre vit pas dedans. Du coup, comment tu gères après, tu vois? C'est compliqué. Est-ce que l'autre doit un loyer à l'autre? S'il y a une plus-value, quid? Donc, je pense que chacun aurait le sien, plus ou moins le même montant, quoi. Ok, aujourd'hui, prenons une femme lambda qui a des enfants, qui a un mari. Elle se dit, ok, moi j'ai envie d'investir 5 euros, 10 euros, 30 euros. Comment ça se passe? Quelle action je peux mener dès aujourd'hui, tu vois? J'écoute ce podcast, je me dis, ok, moi j'ai envie d'investir pour mon futur, même des petits montants. On parle vraiment de 1 euro symbolique jusqu'à, tu sais, mettre 100, 200, c'est top, évidemment. Déjà, moi, je conseillerais de se former. Parce que, ça, c'est une erreur que je vois souvent. C'est les gens qui écoutent, ou bêtement, ils vont écouter le podcast. Je vais dire le mot Trade Republic, ils vont aller voir, suivre un tuto, ils vont investir. Mais c'est important de savoir ce que tu fais avec ton argent, pourquoi est-ce que tu le fais. Donc, pour moi, le meilleur investissement que tu peux faire dès le début, c'est te former. Et j'entends beaucoup de gens me dire, ouais, mais les formations, c'est super cher, etc. Moi, j'ai regretté aucune formation que j'ai faite. Et je me souviens, quand j'ai commencé à faire mes formations en immobilier, il y avait une nana au même moment que moi qui hésitait à faire la formation. Elle avait 50 000 euros de cash sur son compte, moi, j'avais rien. J'ai payé 3 500 pour la formation. Elle a dit c'est trop cher, je le fais pas. Aujourd'hui, j'ai été boire un café avec elle il y a genre 3 mois. Elle a toujours pas acheté d'immobilier. Moi, les 50 000 euros qu'elle avait, je les ai déjà générés. Tu vois. Et donc, ça, c'est un truc, c'est ne pas hésiter à se former et à comprendre ce que tu fais. Et sinon, comment faire avec des plus petites sommes? Trade Republic, c'est une banque en ligne qui est franchement hyper facile et tu peux mettre des ordres permanents tous les mois. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais aussi. Voilà, je mets X tous les mois de mon compte privé vers le compte Trade Republic et Trade Republic l'investit pour moi sur un ETF que j'ai décidé. Et en fait, faut voir la vision long terme. Faut dire, voilà, je regarde pas cet argent, j'attends quoi. Mon mari dit toujours, l'argent que t'investis, c'est l'argent dont t'as pas besoin. Ouais. Donc, que t'as vraiment 5 euros, tu dirais... Tu peux le faire avec 5 euros si c'est ce qui te reste à la fin du mois. Fais-le. Commence petit, mais commence. Parce que tes 5 euros plus 5 euros, puis avec les intérêts composés, ça va grandir, tu vois. C'est déjà ça. Et un autre conseil que je donnerais, c'est de faire son budget. Il y a trop de gens qui... J'allais te demander la question du budget. Il y a beaucoup de gens ne connaissent pas leur budget. Qu'est-ce qu'il leur reste à la fin du mois? Dans quoi? Par leur argent. J'ai la copine d'un ami à moi. Elle dépense 200 euros dans des cafés par mois. Oui, j'allais dire. 200 euros dans des Starbucks. Si vous avez, mettez en commentaire sous cet épisode-ci ou sous les réseaux sociaux de Feminity ou d'Audace, quel est le meilleur moyen pour vous d'épargner de l'argent? Et je pensais notamment au Starbucks, au café, au matcha, ces petites dépenses. Non, moi, je faisais beaucoup des dépenses, c'est débile, hein, mais des dépenses sur des applications, tu vois. Genre, tu souscris une fois à une application. Ah ouais, ok. Genre Lightroom, moi j'utilise beaucoup Lightroom. En fait, j'ai souscrit un truc et j'avais pas besoin d'autant d'espace, des choses comme ça. Donc, dites-nous en commentaire un petit peu pour vous, quel est le meilleur tuyau, quelle est la meilleure astuce pour économiser. Ça peut être Vinted. Bon, faut en parler aussi, mais ça peut être, tu vois, d'achat de seconde main ou revente de seconde main ou structurer son budget différemment.
C'est vrai que moi, j'ai un mari qui fait chaque mois mon Excel, enfin un Excel. Mais franchement, c'est ce qu'il faut faire. Tu dois savoir où part ton argent. Parce que tu te dis, parfois, un resto de moins par mois, ça peut faire 50 € que tu as investi, tu vois. Et en fait, c'est là où les takeaway, les deliveries et tout. Ouais. Enfin, moi, j'ai plus Uber Eats, mais parce que j'habite dans la campagne et franchement, ça fait économiser. Ouais. Je crois que j'ai venir par ici. Ouais. C'est vraiment, c'est dingue. Même le lunch que tu prends le midi, tu vois, 8, 10 €, 12 €, fois 5 sur la semaine, fois 4,5 pour le mois, bah, ça fait un budget, quoi. J'avais un ami, à l'époque, il sortait jamais de chez lui sans avoir une bouteille d'eau, enfin, sa gourde dans son sac, ni un biscuit. Parce que sinon, il avait envie d'acheter de l'eau ou de consommer en dehors. Et en fait, il avait toujours tout dans son sac. Et du coup, il achetait déjà pas d'eau, quoi. Enfin, c'est con, mais 2 € plus 2 € plus 2 €. Et en fait, quand tu fais le compte de toutes les petites choses comme ça que tu dépenses inutilement, bien sûr, ça fait un sacré paquet de thunes, quoi. Bien sûr, je suis bien d'accord. Ouais. Ok, donc Trade Republic et ETF. Et il y a aussi Brix, que je connaissais mais que je n'investis pas, et j'ai un ami qui m'en a parlé hier. C'est une application dans laquelle tu peux acheter des briques. Donc c'est super bien fait. Je la connais pas personnellement, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Au lieu d'acheter de l'immobilier, donc mettre 20-30 000 €, ben ici tu peux investir à partir de 10 €. Et donc, en particulier, moi, je peux mettre un projet sur Brix. C'est évidemment validé par les administrateurs, etc. Une fois que le projet est validé, au lieu de le faire financer par la banque, je le fais financer par des particuliers et eux peuvent acheter à partir de 10 €. Lui, il a mis 1 600 € sur un projet pendant 2 ans, donc c'est un achat-revente. Et il récupère 16 € par mois pendant 2 ans et puis il récupérera ses 1 600 €. Voilà, c'est une manière d'investir dans l'immobilier sans acheter l'immobilier en tant que tel, quoi. Waouh, pas du tout. Ok, bon tips à se renseigner, à creuser. Ouais. Quelles sont les peurs les plus fréquentes que tu vois avant d'oser se lancer? Community, on peut le dire maintenant, c'est des retraites, c'est des événements, c'est des formations que vous donnez? Maintenant, c'est sous format de retraite, mais on a fait la première édition sous format de journée thématique, mais c'était une adhésion sur 6 mois. Donc, c'est à chaque fois les mêmes nanas qui revenaient et on faisait des journées à thème sur l'immobilier, la crypto, la bourse, les croyances limitantes, l'entrepreneuriat. On a vraiment fait, en fait, on a créé la formation qu'on aurait rêvé d'avoir quand on a commencé. Et la première chose, c'est toutes les croyances limitantes qu'on a, quoi. Le nombre de femmes qui disent c'est pas possible, je peux pas le faire, j'ai pas d'argent, et en fait qui sont enfermées dans ça et qui n'ouvrent pas les possibilités, tu vois. Et ça, c'est la première erreur, c'est en fait de pas oser passer à l'action. La deuxième, c'est d'être impatiente et de vouloir tout de suite. Pas plus tard que la semaine passée, c'était sur un groupe Facebook, une nana qui disait oui, j'aimerais bien investir mon argent, je sais pas quoi en faire, et j'ai fait écoute, si tu veux, on peut en discuter. Et j'ai eu vraiment 10 messages privés. Moi aussi, je vais avoir des infos. Moi aussi, je vais investir. J'ai passé du temps à faire des vocaux. J'ai eu 0 réponse. Parce que ce que je leur disais, c'était formez-vous. Et en fait, ce qu'elles veulent, c'est que tu leur dises dans quoi investir. Mais elles veulent pas savoir comment, tu vois. Et ça, c'est une erreur que moi, j'ai fait à l'époque, il y a 7 ans. J'avais une copine qui m'a dit, faut trop que tu investisses en bourse, faut que tu investisses sur telle action, etc. J'ai investi 500 € là-dedans. J'ai tout perdu. Pourquoi? Je me suis pas renseignée sur comment fonctionnait la plateforme. Elle m'a montré comment mettre mon argent, mais elle m'a pas montré comment le sortir. Et j'ai écouté quelqu'un sur investir dans telle action au lieu de me renseigner par moi-même et de me dire, OK, j'y crois ou pas, tu vois. Ça, c'est aussi des erreurs que les gens font. C'est, OK, lui, il dit qu'il faut investir dans le Bitcoin et on se renseigne pas sur le cours du Bitcoin à ce moment-là et on investit, tu vois. Parce que tout le monde dit il faut investir là-dedans. Donc, c'est vraiment se renseigner, s'informer, quoi. Pour moi, c'est la clé. Et quoi, si on n'a pas cet espace, cette appétence pour, et franchement, le temps. Mais honnêtement, l'immobilier, ça, c'est autre chose parce qu'il y a vraiment de la gestion. T'as pas besoin d'énormément de temps. Par exemple, Victoria, une amie à moi, a créé Savvy, donc qui est des ateliers sur l'éducation financière. Ça te prend 4 heures de ton temps. Et après 4 heures, elle t'a montré comment ça fonctionnait, quoi. Donc, je pense qu'on peut tous trouver 4 heures dans notre année, tu vois. Tu peux commencer comme ça, mais juste forme-toi, va vers des gens qui font ce que tu as envie de faire. Un networking une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, il y a moyen aussi aller rencontrer des gens, quoi. Quelle est votre vision à long terme pour Feminity? Notre vision à long terme, c'est d'impacter le plus de femmes possible, que le plus de femmes investissent et osent prendre le pouvoir de leur argent, qu'elles se rendent compte que c'est possible. Et nous, c'est vraiment un projet de cœur. C'est pas notre projet principal. Nous, c'est vraiment l'immobilier. Ça, c'est un projet à côté. Mais on a vraiment envie d'impacter. Et à terme, on a envie de créer vraiment des expériences aussi. Et pourquoi pas faire des retraites à l'étranger. En fait, pourquoi pas, oui, pardon. Non, t'inquiète, vas-y. Pourquoi pas digitaliser, faire ça, tu sais, peut-être des visios sur le temps de midi, des choses comme ça, où on peut le caser dans son emploi du temps? Parce que tu passeras pas à l'action. Moi, si je suis passée à l'action, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient ce que j'avais envie de faire. Et peut-être même parce que tu as investi pour la formation.
d'avoir payé Oui, déjà pour la aussi. formation. Aussi. Participe au fait Oui. de dire, voilà, maintenant j'ai commencé, j'y C'est vais, ça. quoi. Il y a des formations que j'ai payé 100 €, j'y ai jamais été. Mhm. Je sais même pas de quoi ça Mhm. parle. Celle où j'ai payé plus de 1000 balles, je peux te dire que j'étais là. Souvent, les entrepreneurs disent ça. Ouais. Pour finir, tu peux redire vraiment les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite investir aujourd'hui. Se former. Très juste. Se former, je mettrai de toute façon toutes vos infos en barre de description. Non, mais même au-delà de Feminity, il y a plein d'autres Bien clubs. sûr, mais Tu vois, bon. je prêche ma paroisse, mais Oui, il y en bien a sûr. plein d'autres, tu Oui, vois. mais bon, tu vois, il y a aussi plein de charlatans, quoi. Mais ça faut se fier à son intuition. Ouais. Vraiment, son intuition, il faut l'écouter, quoi. Et demandez toujours un call avec la personne. Si vous voulez faire une formation, demandez des renseignements avant. Faites un call, analysez votre situation avec cette personne. Parce que typiquement, dans l'immobilier, j'en connais plein qui se sont formés, mais qui n'avaient pas la capacité d'acheter de l'immobilier. Ils ont payé 8000 balles la formation, ils peuvent pas acheter. Ils ont les connaissances. Ils s'achèteront peut-être un jour. Oui, mais Le jour. t'as quand même envie de passer à l'action tout de suite. Donc, pose quand même les bonnes questions pour être sûr que après la formation, tu peux passer à l'action. On fait pas de coaching privé. Nous, on organise des retraites, donc des week-ends complets. On parle d'immobilier crypto-bourse. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette retraite, tu saches dans quoi tu veux investir, quel type d'investissement te correspond le plus, et que tu saches que c'est important de diversifier. C'est pour ça qu'on fait les 3. Et que tu sais, des personnes de référence, comme notamment Victoria qui anime la bourse chez nous. Il y a Morgane Rose qui anime pour la partie crypto. Elle donne aussi des formations. Et en fait, c'est que tu sors de là, ok, j'ai les clés, je sais dans quoi je peux investir, et avec le budget que j'ai, où est-ce que je peux le mettre, quoi. C'est plus malin de le mettre, ouais. Ouais. Vous trouvez Feminity aujourd'hui? Vous Sur êtes Instagram sur principalement. Insta ouais. Et LinkedIn? Pas encore. Vous trouvez? Ouais, on va le lancer. On attend juste notre branding soit vraiment fini pour pouvoir tout mettre en place, mais principalement Instagram, ouais. Il y a un mot de la fin que tu voudrais dire? Oser. Ouais, non, vraiment. Il faut oser prendre le contrôle de votre vie, en fait. Personne va le faire à votre place. C'est pas le gouvernement qui va vous faire votre retraite. Il faut le faire vous-même, même pour vos enfants, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Et soyez indépendante financièrement. Ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ne pas dépendre de son mari, parce que même si on est sûr qu'on va faire sa vie avec lui, demain il décède, tu fais quoi? Tu vois, demain il se casse les 2 bras, les 2 jambes, il est plus capable d'aller travailler, tu fais quoi? Et ça, c'est important, c'est prendre le contrôle et prendre le contrôle de son destin, quoi. Écoute, merci beaucoup, Alexandra. Voilà. C'est vraiment passionnant. Merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Plaisir. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Alexandra. Si ça t'a aidé, pense à t'abonner, noter 5 étoiles et laisser un avis. Chaque message compte pour faire vivre et grandir Audace. Les notes et les ressources sont en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de tes finances. À bientôt!